Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, grosse vidéo qui, je pense, est très attendue par beaucoup. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'histoire des marques Fiat et New Holland, en commençant par le fondateur de Fiat, en passant par le passage des Grandes Guerres, de son arrivée en France avec Someca, et évidemment des modèles et séries les plus légendaires, jusqu'à New Holland. Allez, c'est parti! Nous sommes le 13 août 1866 et Giovanni Agnelli, né à Villar Perosa à 80 km au sud-ouest de Turin en Italie, de son père Edoardo Agnelli et de sa mère Anicetta Frisetti. En grandissant, Giovanni s'oriente vers une carrière militaire. Et entre dans le premier régiment de cavalerie. Mais, passionné de mécanique et surtout par le progrès technologique de l'époque, il quitte l'armée en 1889, puis tente, sans pour autant y arriver, de lancer plusieurs entreprises de mécanique. Il hérite à ce moment-là du domaine que possédaient ses parents et en prend la gestion, avec la partie agricole, mais aussi du commerce de bois, de semences et même l'élevage de vers à soie. On est encore loin de Fiat là. Giovanni commence à faire de la politique et succède à son père en tant que maire. M-A-I-R-E, hein, oui je sais, le jeu de mots nul. De la ville de Villa Perosa. En 1896, Giovanni s'installe avec sa femme, Clara Boselli, et ses deux enfants, Edoardo Agnelli et Anicetta Catarina, dans la ville de Turin, où il se met à vendre des tricycles avec moteur de Dion-Bouton, avec lequel il participe aussi aux premières courses automobiles italiennes. Le 1er juillet 1899, nous y sommes. Il cofonde avec ses 7 associés l'entreprise Fiat pour Fabrica Italia Automobili Torino, ou en français Fabrique italienne automobile de Turin. Et tout ça avec seulement 400 $ de l'époque. Puis il en devient rapidement le président dès 1902. La première voiture sortie de l'usine Fiat en 1899 est la Fiat 3.5 HP, qui était dotée d'un moteur bicylindre de 680 cm3, capable de sortir 4,2 chevaux à 700 tours minute, avec une boîte 3 rapports sans marche arrière. Tout ça pour une vitesse de pointe de 35 km/h. Le coup d'avoir une voiture sans marche arrière, ils ont dû vite se rendre compte que c'était une connerie, car dès l'année suivante, le nouveau modèle, la 6 HP, possédait une boîte ce coup-ci dotée de la marche arrière. Alors la marche arrière, c'est une logique très simple. Fiat se développe bien jusque-là, mais grossit surtout à l'arrivée de la Première Guerre mondiale, qui donne un énorme coup de fouet à Fiat. En effet, le Giovanni, il est, comme on pourrait le dire, opportuniste. Et entre 1914 et 1918, il fournit pas mal l'armée italienne et investit même dans l'armée américaine alliée à cette période. Ce qui lui permet de faire monter Fiat de la 30e à la 3e place des industries en Italie. Après la guerre, Giovanni, il est partout. Déjà, je vous plante ça là, mais il devient sénateur en 1923. Et ça, c'est que le début. En 1924, maintenant qu'il est bien placé, il s'arrange avec le gouvernement pour acheter une bouchée de pain le journal Stampa, qui est un quotidien politique très vendu en Italie. En 1928, il achète une montagne au col de Sestriere et il crée ni plus ni moins qu'une station de ski. Maintenant, venons-en à parler des gros moteurs, de la belle mécanique. Enfin, des tracteurs quoi. Le groupe Fiat crée la société Fiat Trattori et arrive en 1919 le premier tracteur de la marque Fiat, le Fiat 702. Son moteur de 30 chevaux, qui fut produit ainsi que ses variantes jusqu'en 1925. 2000 exemplaires furent produits pendant ces 6 ans, ce qui en fait un record pour l'époque, car ce n'était que les balbutiements du machinisme agricole. À partir de 1925, les usines turinoises commencent à saturer, au vu de la demande croissante. Et à partir de 1928, la fabrication des tracteurs est déplacée à Modène, où Fiat y construit une nouvelle usine à partir d'une usine existante qui était dédiée aux ferroviaires. En 1932, le Fiat 700C sort et devient le premier tracteur à chenilles d'Europe.
Mais cette même année, Giovanni rejoint le Parti national fasciste. Alors bon, comme vous pouvez vous en douter, avant et pendant la guerre, cela lui profite. Effectivement, cela ouvre à Fiat les portes de pas mal de marchés publics et militaires. Pendant cette période, Fiat ouvre une deuxième usine à Modène et crée un nouveau modèle, le Fiat 40 Boghetto à Chenilles. Ce tracteur a la particularité de disposer d'un moteur 4 cylindres, 4 litres, de 41 chevaux, capable de tourner à quasi n'importe quoi. Du gasoil, du pétrole, de l'essence, du méthane et même l'éthanol. Pratique en période de guerre où il est difficile de se procurer du carburant facilement. Bon, devine quoi, ce tracteur a servi à bosser au champ. Mais pas que. Ils en ont fabriqué une variante pour en faire un tracteur d'artillerie. Il servait à tracter les canons 105-28. Et oui, les contrats militaires, ce n'était pas pour vendre des Fiat 500, hein. Mais tout a une fin. La fin de la guerre arrive et Giovanni est accusé de compromission avec le régime fasciste de Mussolini et perd l'intégralité de ses sociétés. Il décédera en 1945 d'une pneumonie. Vittorio Valletta, qui était déjà bien placé au sein de l'entreprise, le remplacera en tant que président aux commandes du groupe Fiat. En 1947 sort le Fiat OM50. L'OM désigne une marque que Fiat a rachetée plus tôt en 1933 et qui produisait des voitures, mais aussi pas mal de véhicules lourds, dont des tracteurs. Le Fiat OM50 disposait de 3 versions, la version R pour roue, la version C pour chenille et la version L pour une version à chenille large, qui était destinée à travailler dans les marais. Le Fiat 50 disposait d'un moteur 4 cylindres 5 litres 3 de 50 chevaux. Suivront les Fiat OM 60, 70 et 80. Fiat 80R Gerardo Paterniano, alla guida Fabio. En 1949, Fiat voulut proposer un tracteur moderne et de puissance moyenne pour convenir à un maximum d'exploitation agricole. Et le Fiat 600 était né. Et disposait d'un moteur tournant au pétrole ou à l'essence. Il sortait 18 chevaux au pétrole et 22 en version essence. La version 600 était le tracteur de base à roues et la version 601 était le tracteur en version chenille. Et oui, fini la lettre C pour chenille. La version à chenille fut une grosse majorité des ventes, car les agriculteurs italiens ont beaucoup de parcelles à flanc de collines ou de montagnes. Someca, vous connaissez forcément cette marque, et vous savez aussi probablement qu'elle est initialement liée à Fiat. Mais je suis sûr que quelques petites explications feraient du bien. Si je vous parle de SAFAF, à part pour certains d'entre vous, cela ne vous dit probablement rien. SAFAF, c'est pour Société Anonyme Française des Automobiles Fiat, qui fut créée en 1934 pour vendre des voitures Fiat en France, et qui fut très rapidement transformée un an après en Simca. Et là, mine de rien, ça doit parler à plus de monde déjà. Simca, c'est donc une société qui fabrique et vend des Fiat en France. Et là, tu vas me dire, mais quel rapport avec Someca? Attends, sois pas si pressé, j'y viens. À la fin de la guerre, ça marche fort pour Simca, qui vend beaucoup de petites voitures à cette période-là. Mais Simca, qui je le rappelle appartient à Fiat, voit bien qu'il y a un énorme marché pour la vente de tracteurs agricoles français à la sortie de la guerre. Simca a le soutien de Fiat, mais il leur manque quelque chose. Une usine pour fabriquer du tracteur. En 1950, la MAP, pour la manufacture d'armes de Paris, est en grande difficulté financière et possède toute une branche dans la fabrication de tracteurs agricoles. Ni une ni deux, Simca achète la branche de la MAP qui fabrique les tracteurs et crée alors Someca pour Société Mécanique de la Seine. Dans un premier temps, Someca fabrique des tracteurs qui étaient déjà fabriqués par la MAP, avec par exemple le tout premier, le Someca DA50, sorti en 1952, qui était construit à partir du MAP DR3, auquel on avait changé le moteur 2 temps par un diesel 4 temps de marque Fiat. Rapidement, le DA50L sortit.
un DA50 mais en pas pareil. Nouvelle boîte, nouvel attelage, nouveau relevage, de nouvelles montres pneumatiques plus grosses. Bref, le Someca DA50L, c'est un DA50 sous protéines. En 1957, c'est au tour du Somme 40 de remplacer le DA50L. Et en 57, je peux vous affirmer que c'était un sacré bébé pour l'époque. Il faisait 45 chevaux grâce à son moteur Fiat de 4 litres 2. Mais au début des années 60, un certain Roland Lermite, gérant d'une concession Someca, à ce moment-là, se dit tiens, 45 chevaux, c'est bien. Mais en vrai, 90, c'est encore mieux, non? Et voilà que le B-Somtrack, qui n'est ni plus ni moins que 2 Somme 40 accouplés, ce qui donne un tracteur de 90 chevaux avec 4 roues motrices, ce qui est pour l'époque un monstre. Bon, je vous l'accorde, il ne sort pas des usines de Someca, ni même celles de Fiat, mais je trouve qu'il a sa place dans cette histoire. A priori, il en fut construit une vingtaine entre 1960 et 1970. Du côté de la marque Fiat, en 1951, je suis obligé de vous parler du Fiat 25. Car hormis le fait qu'il était disponible en 2 variantes, essence ou diesel, c'est surtout que c'est le premier Fiat à inaugurer la couleur orange, qui restera plusieurs décennies. Après, évidemment, il y a eu beaucoup de modèles communs, avec par exemple le Fiat 18 surnommé en Italie le Piccola, ce qui veut dire le petit. Bah, le petit chez Fiat, c'est le même par exemple que le Somme 20, avec le même moteur. Je vous mets une photo de chacun et ce sont littéralement les mêmes. À partir de 1965, tous les modèles de chez Someca viennent de chez Fiat et portent la même numérotation avec l'arrivée des 15, avec le plus petit, le Someca ou Fiat, comme vous préférez, 215 et c'est 21 chevaux, en passant par le Fiat 415 de 42 chevaux et pour finir avec le plus gros, le 715 et c'est 72 chevaux. Toute la série des 15 était aussi appelée la gamme Diamante, ce qui veut dire diamant en italien. Mais bon, vous vous en doutiez, la gamme Diamante arrive avec entre autres la première boîte synchronisée chez Fiat et aussi la première gamme avec blocage de différentiel. Cette gamme ne se nomme pas Diamante pour rien. Elle a droit à ce nom car elle a été designée par le cabinet de Pininfarina en 1968. Au revoir la gamme Diamante. Et bonjour la gamme Nastro d'Oro qui signifie ruban d'or. Ah, là c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus bilingue pour l'avoir. Pardon, monsieur? Oui. Mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%? Vous dites 100%? Oui. Cette gamme verra naître tous les Fiat 50, avec par exemple le Fiat 550 et ses 54 chevaux, ou encore le 850 et ses 85 chevaux, qui était le plus gros de la gamme à ce moment-là. Mais c'est sans compter le premier 6 cylindres de la marque, qui arrive en 1969 avec le Fiat 900, et ses 90 chevaux déjà incroyables comme tracteur. Le 900 est remplacé en 1972 par le Fiat 1000 ou Someca. D'ailleurs, c'est vraiment comme vous préférez. Et c'est toujours en 6 cylindres pour atteindre la barre symbolique des 100 chevaux. La série Nastro d'Oro verra naître beaucoup de modèles, avec par exemple le 480 ou encore le Fiat 640. Mais il faudra attendre 1974 pour voir le plus gros tracteur de cette gamme avec le Fiat 1300 DT, son moteur de 6 cylindres 7,5 litres de 130 chevaux.
Le DT chez Fiat signifie double traction. En gros, ce sont les modèles 4 roues motrices. Des versions super arriveront en 1977 et donneront une augmentation de puissance avec par exemple le 1000 Super qui ne fait plus 100 chevaux mais bien 115 et le 1300 Super qui gagne lui aussi 15 chevaux pour atteindre les 145 chevaux. Au début des années 80, la gamme Nastrodoro c'est fini. Place aux séries 80 pour les tracteurs de forte puissance et aux séries 66 pour les plus petits. Ces deux séries annoncent surtout l'arrivée de la fameuse couleur rouge. Un rouge qui est proche du rouge de la terre cuite. La série 66 est constituée de petits modèles qui vont du 35-66 équipé de son petit 3 cylindres 1.6 de 35 chevaux ainsi que le 60-66 et pour finir par le plus gros de la gamme le 70-66 avec un petit moteur 4 cylindres de 3,6 litres. La série 80 quant à elle est beaucoup plus large. Elle va du petit Fiat 580 et de ses 58 chevaux en 3 cylindres, en passant par plusieurs 4 cylindres avec par exemple le Fiat 780. Mais la gamme passe aussi par des moteurs 6 cylindres, en commençant avec le Fiat 980. En passant aussi par le 1380 DT qui est le digne héritier du Fiat 1300. Et pour finir en beauté avec le 1880. Franchement c'est vraiment un monstre celui-là. J'aimerais vraiment avoir l'occasion de l'essayer un jour. Bon là je fais une petite parenthèse car je trouve intéressant de vous parler d'une série que l'on n'a pas eu la chance d'avoir en France, avec les Fiat Versatile série 44, qui sont des articulés allant de 230 à 350 chevaux, dotés de moteurs turbo-compressés de 15 litres, avec par exemple ce beau 44-28. Avouez que ça valait le coup que je vous en parle. Ceci étant dit, parenthèse refermée. En 1983, Fiat Trattori rachète Eston pour tout ce qui est presse, et brode la même année pour le matériel à vendanger. Mais c'est aussi cette année-là que Fiat Trattori change de nom et devient Fiat Agré. En 1984 va voir la naissance d'une série qui en a fait baver plus d'un. Vous savez où je veux en venir. Je veux bien évidemment parler de la série des Fiat 90. Là je sais que ça va parler à beaucoup de monde. Le plus petit d'entre eux est le 55-90 en 3 cylindres, 2,7 litres, de comme son nom l'indique, 55 chevaux. Le premier 4 cylindres de la gamme est le 65-90 avec le 3,6 litres de cylindrée et le dernier 4 cylindres est le 85-90 qui est lui doté d'un turbo. On a même le droit à un 5 cylindres avec le 90-90 qui est le seul 5 cylindres de la gamme si je ne me trompe pas. Ensuite vient le premier 6 cylindres Atmo avec le 110-90. Puis on finit la série des 90 avec les 6 cylindres turbo, en commençant avec le plus petit, le 130-90. Là on est clairement dans des modèles qui me font rêver. Et on finit avec le plus gros de la gamme, avec le 180-90 avec plus de 8 litres de cylindrée.
En 1991, Fiat décide d'acheter New. Et non, désolé, mais la suite sera dans une prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas manquer la partie 2, je t'invite à t'abonner et actionner la cloche pour ne pas louper lorsqu'elle sortira. Surtout, ne quittez pas la vidéo, ce n'est pas encore fini. J'ai quelque chose à vous demander. Je souhaite, pour une prochaine vidéo, réaliser un nouveau tournoi pour élire votre tracteur préféré. Et ce coup-ci, la marque en question est International Harvester, ou Yash pour les intimes. Donc, dans un premier temps, j'ai besoin que vous me mettiez en commentaire sous cette vidéo les modèles de la marque Yash que vous préférez. Ne me les écrivez pas 10 fois, si vous voyez le modèle déjà écrit en commentaire, il suffit juste de le liker, ça compte. Je vais en retirer les 32 modèles les plus cités. Pour la seconde partie du tournoi, c'est sur la page Facebook Faroji que ça va se passer. D'ailleurs, je vous mets le lien de la page en description. Et vous pourrez voter à chaque duel pour votre modèle préféré. Merci à ceux qui prendront le temps de défendre ardemment leur modèle préféré. Cette fois-ci, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. C'était Faroji, tchuss!